Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 319e rencontre Vlil et elle est particulière celle-ci puisqu'on a la chance de recevoir Valerio Varesi qu'on attendait depuis longtemps pour être honnête. Les romans commençaient à s'amonceler et on souhaitait vraiment vous avoir Valerio parce que vous êtes un auteur si singulier dans le monde du polar et on en reparlera ensuite. Et ce soir, c'est pour la stratégie du lézard aux éditions Agulot, qui est traduit par Florence Rigolet. C'est la neuvième enquête du commissaire Sonnery, et j'aimerais qu'on commence par là, tout simplement, pour que vous nous parliez de lui, vous nous parliez de ce commissaire qui est aussi, là aussi, un petit peu à part, de manière totalement singulière dans le monde du polar, qui est différent du système anglo-saxon. Il est davantage sur une réflexion personnelle, sur une réflexion continuelle tout au long du récit. Il tâte beaucoup. On a l'impression qu'il ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est beaucoup plus humain peut-être que d'autres enquêteurs, d'autres commissaires. Il assume ne pas savoir, ou en tout cas, il a des intuitions parfois, mais il assume ne pas savoir sur le coup qui est le coupable, ou en tout cas quels sont les liens entre les différents protagonistes des affaires. J'aimerais que vous nous parliez de lui, Valerio, pour débuter. Comment il est apparu dans votre vie, finalement, ce commissaire, et comment a-t-il évolué à travers les livres que vous avez écrits? Bonjour à tous, je suis très ravi de vous rencontrer. Le commissaire Sonnery, rencontré le commissaire Sonnery dans ma vie de journaliste. C'est un personnage récurrent, un personnage inventé, mais dans ma vie de journaliste, j'ai connu des faits divers et j'ai eu l'intention euh, in- de écrire des livres pour, pour analyser mieux le fait divers. Le journaliste fait en description de faits divers. Le, l'écrivain va en profondité dans le fait divers. Ah, donc, un jour, j'ai eu l'intention de parler d'un fait divers dans ma ville, une famille qui a disparu avec un camper. Et donc, pour écrire l'histoire de sa famille, j'ai pensé à un enquêteur, donc une commissaire, qui fait l'enquête. Et donc, j'ai commencé à écrire le livre. euh, et le livre a eu un bon succès. Le personnage a, a eu un bon succès également. Et donc, j'ai continué à écrire avec mon personnage récurrent. Et j'ai écrit des romans qui fait des critiques sociales. C'est-à-dire que je suis intéressé plus que à découvrir qui a tué quelqu'un d'autre. Je suis intéressé à connaître leur agent autour à le délit, euh, autour à l'homicide. Et donc, les agents autour à l'homicide sont des agents sociales, plusieurs fois sociales. Et donc, c'est la part que je veux analyser exactement comme la société a une influence sur la criminalité. Et donc, il y a le libre arbitre de l'assassin, d'accord, mais il y a beaucoup de choses sociales qui portent l'assassin à tuer quelqu'un d'autre. Et c'est la raison particulière de mes romans et et de ma littérature. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce commissaire, il est un peu bougon. Il dit souvent d'ailleurs que ce n'est pas lui l'inadapté, mais que c'est plutôt le monde qui va de plus en plus mal. C'est le monde finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que dans son regard, vous décryptez tout ce qui se passe dans l'univers italien? Alors là, c'est en effet, c'est la ville de Parme dont on reparlera tout à l'heure, mais est-ce que c'est un reflet de la société? Est-ce que ce commissaire-là reflète totalement notre société actuelle? Oui,
C'est, le commissaire Sonnery, c'est très critique vers sa ville, qui est Parme, une ville qui a été euh, très renommée pour le welfare dans les années 1970 et qui aujourd'hui n'est pas plus en ville solidaire, en ville euh, qui, qui, qui soutiennent les personnes en difficulté, les gens en difficulté. Et donc, la critique de Sonnery, c'est vers Parme, mais aussi vers la société d'aujourd'hui, une société qui est toujours plus... euh, il y a comme il est basé sur l'argent, sur les valeurs de l'argent et pas sur les valeurs de la société générale. Et je pense qu'il y a des sociétés plus qui produisent plus criminalité. Par exemple, les États-Unis, il y a un massacre tous les semaines. Et la raison, c'est qu'une société très individualiste et une société très compétitive, darwinienne, et donc qui n'a pas sucé, il est marginé et il montre dans son haine la revanche vers la société, donc l'esprit de criminalité. Notre société européenne, l'italienne que j'ai décrit, que j'analyse, est une société qui il est toujours plus même à la société des États-Unis, à la société du capitalisme, du libéralisme économique. Et donc, Sonnery, il se trouve à analyser un homicide, mais l'homicide, plusieurs fois, c'est provoqué par des problèmes qui vont outre les individus, la personne qui tuait, mais ils sont des problèmes, comme je dis, de la société. Alors, on va reparler de Parme tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous parliez de l'investigation, de l'enquête de Sonnery, parce que là aussi, c'est un petit peu singulier par rapport à beaucoup d'autres romans et de polars. C'est que Sonnery, son enquête, elle piétine. Elle piétine souvent. Il est toujours en réflexion, il est toujours en recherche, finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça le rend beaucoup plus humain. Aujourd'hui, à une époque où les lecteurs, les auditeurs, peu importe, le téléspectateur aime l'action. Comment vous expliquez justement cette volonté derrière d'être dans une ambiance atmosphérique, d'avoir une ambiance particulière, de s'habituer davantage à la ville, Parme en l'occurrence, mais aussi aux odeurs, aux repas, aux petits instants qui font que ça en devient beaucoup plus réaliste, beaucoup plus humain et beaucoup plus intelligent dans la manière de concevoir une intrigue d'un commissaire ou d'un policier. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette volonté de casser les codes, finalement. Vous n'allez pas dans la sphère du policier qui trouve très vite et qui piétine constamment au fil du roman. Et ensuite, évidemment, il y aura une résolution ou pas. On parlera peut-être de la résolution ou pas de la fin, mais on ne va pas trop en dire. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette volonté, parce que c'est un acte fort, à mon sens, aujourd'hui, même si le livre a été écrit précédemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté-là, Valerio? Alors, Sonnery, au contraire de le commissaire de la traduction anglo-saxonne, il n'est pas déductif, il n'a pas de science particulière et il est un personnage inductif. Il se plonge dans l'ambiance et il cherche de d'écrire, de comprendre par l'ambiance toutes les motivations de l'homicide. Et donc, les contextes culturels, les contextes sociaux où il a vécu les morts
et donc les relations sociales qu'il y a. Et à travers à travers la description et la compréhension de tous ces signaux, il prend envie, mais il utilise un peu la le méthode de la science expérimentale. Il pose il prend une idée et il va vérifier si l'idée c'est bon ou n'est pas bon. Et donc, il fait comment dire, il va choisir la vie plus, qui a son opinion, c'est la plus euh, utile pour résoudre les cas. Pour moi, le noir, aujourd'hui, le genre, c'est particulièrement ambigu, non? Il y a dans les romans qui, normalement, on dit polar, il y a un peu de noir, un peu de thriller, il y a un peu de genre, c'est, comment dire, c'est un mélange de caractères. Et je pense que l'ambiance, pour moi, le contexte atmosphérique, le contexte géographique, c'est un protagoniste de mes romans. Parce que pour moi, le roman polar, c'est une atmosphère, c'est une couleur, c'est une odeur. Et comme votre euh, écrivain qui Jean-Claude Issot, qui a décrit Marseille avec les odeurs, avec l'atmosphère, avec la clarité du soleil. Et nous comprenons Marseille euh, dans la page. Non? Marseille devient un protagoniste du livre. Et aussi moi, j'ai décrit l'ambiance, donc le brouillard, donc l'atmosphère euh, un peu sombre de la ville de Parme dans l'hiver, parce que pour moi, c'est comme euh, la représentation de beaucoup de choses. La, L'incertesse, la sens de certesse de Sonnery, sa vie et son âme qui n'a pas de certesse, il n'a pas de, il cultive le doute cartésien, non, tous les fois. Et donc, la brouillard, c'est la représentation de le doute cartésien. Euh, il faut trouver un peu de lumière dans la brouillard. Et il va chercher la lumière dans la brouillard. Et il imagine beaucoup, parce que s'il y a la brouillard, on veut, on veut pas, et donc il faut imaginer. Et donc, le roman, il y a des personnages vivants, et il y a un personnage qui est le scénario, le contexte atmosphérique et géographique de le roman. Et c'est vrai que la nuit et le brouillard ont particulièrement une importance dans ce roman-là. Anne, c'est à toi. Bonjour, bonjour Valério. Alors, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. J'ai pas lu encore votre dernier livre, mais ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je dirais par exemple, dans Les Ombres de Montelupo. J'ai Oui, adoré la description que vous faites de la montagne entre deux saisons, à une période où tout pourrit à l'automne. Il n'y a pas encore la neige pour tout éclairer. Et c'est le brouillard encore. Et je me rappelle m'être dit que c'était vraiment cette montagne hostile et pas du tout lumineuse. C'était vraiment un personnage à part. Donc oui, moi je trouve que... Et ou Parme. Parme, j'ai lu dans Or, encens et poussière. Je ne sais pas le oui, titre. oui. Parme, c'est vraiment un personnage à- entier dans le livre. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. Et c'est loin des clichés qu'on a, je pense, nous, de Parme. Sauf peut-être qu'on y mange très, très bien. Parce que dans vos romans, je trouve qu'on se régale aussi, hein. C'est très, très agréable. La question que je voulais vous poser, c'est que Sonnery, moi, il m'émeut. Parce que je trouve que c'est un homme
C'est exactement ce qu'a dit Anthony. C'est vraiment un homme qui est assez, pour moi, assez normal, avec des doutes, et il est très émouvant. Et je me suis souvent, alors peut-être qu'en Italie, vos livres ont déjà été adaptés au cinéma ou, oui, 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 oui. Il y a eu trois séries à la télé dans la deuxième émission italienne de la RAI, mhm, dans 2005, 2007, 2009. Et complexivement, sont 14 épisodes à la télé. La d'accord, première série, il, est, il a pris le livre, mon livre en entier. Et les autres séries ont pris le personnage et ont créé des histoires, euh, comment dire, celui qui fait le scénario, le d'accord. scéniste, le, Scénariste. le Mm, scénariste, hein, oui. Et on fait des histoires, les scénaristes, à partir de mes personnages. d'accord. Et, et je trouve que la télévision et le cinéma ont une langue particulière, une langue par l'imagine, pour la, et j'utilise la parole, les mots, non? Mais le cinéma et la télévision utilisent l'imagine et c'est un autre langage. Et, mais Sonnery et les autres personnages ont été vraiment bien interprétés. Alors, j'irai voir qui a interprété Sonnery parce que du coup, je suis curieuse de savoir s'il a la tête que Et, j'imagine. il s'appelle Luca Barbareschi. Ok. C'est un acteur italien qui aussi un acteur de théâtre. Et autour de lui, il y a eu beaucoup des autres acteurs de théâtre. Et la production, c'est vraiment, je pense, de qualité. En Italie, la production la traduction à la télévision des œuvres de Camilleri et de Manzini, c'est très bon, sont très bons, mais Mhm. aussi la traduction de mes livres. Merci. Ouais, et c'est vrai que Merci. je rebondis sur ce qu'a dit Anne. C'est vrai qu'on a quasiment faim quand on lit vos livres. On découvre plein de plats. Et sincèrement, j'ai eu qu'une envie, c'est d'aller en Italie puisque je suis pas très loin, et d'aller les goûter parce que c'est vrai que c'est extrêmement gustatif, c'est visible. Alors le travail de la traductrice, je pense, est à louer. Parce que clairement, je ne vous ai pas lu en langue originelle, mais on va avoir un extrait tout à l'heure grâce à vous, Valerio. Mais Florence Oui. Rigolet fait un travail monumental. J'aimerais que vous nous parliez peut-être d'elle. Est-ce que vous avez lu la traduction française? Est-ce que vous avez senti le même univers, les mêmes ambiances, la même atmosphère que lorsque vous écrivez en italien? Oui, j'ai lu le livre en français, mais je ne connais pas très bien le français pour dire s'il il est bien traduit. Mais j'ai interrogé des Français, des lecteurs français, et à mon éditeur, bien sûr, mais aussi des amis français. Ils m'ont dit que le livre est très, très bien traduit. Et avec Florence, j'ai un rapport amical. Après, je pense, 10 années que nous travaillons, qui nous ont fait connaissance. Et, et pendant la traduction, Florent m'appelle beaucoup au téléphone ou avec la mail et nous échangeons beaucoup des opinions parce que c'est le traducteur, c'est un écrivain parce qu'il y a des modalités de façon de dire en italien qui ne sont pas, on ne peut pas traduire en français. Il n'a les mêmes mots. Et donc, elle doit trouver des mots français qui représentent bien le sens de ma langue.
Et donc, elle est une écrivaine. Comme le traducteur, pour moi, c'est très important. Il est vraiment, il fait un travail vraiment formidable. Très bien. Louise, à toi. Oui, bonsoir, bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour l'organisation de ces belles réunions-là. Alors, moi, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Valerio Baresi quand il est venu à Lausanne pour le festival du Lausannois. Et j'ai gardé toujours ce livre-là qui m'avait profondément touché. Alors, ce qu'on ne mentionne pas beaucoup, d'abord, je dois dire que quand je l'ai interviewé, il était avec une traductrice et elle traduisait pour lui. Alors, c'est un grand plaisir, en plus de l'entendre parler français aujourd'hui. Alors, je lui avais déjà fait remarquer pendant cette table de ronde-là, il a mentionné que le lieu dans un roman est aussi un personnage. Et moi, la lecture des romans de Varese, c'est pas nécessairement la ville de Parme que je connais plus ou moins, c'est le fleuve. Je trouve qu'il a fait du Pau un personnage central. Et je n'ai jamais retrouvé ça dans la littérature italienne, comment il a pu parler de ça. Alors, au début de votre débat, vous avez dit, ça, que le lieu est un personnage central. Et quand je vois le pot, en sachant que vous êtes philosophe, tout est décrit dans ça. J'ai aussi eu le plaisir de voir les séries en italienne qui sont très bien réalisées. Alors, j'ai deux questions. J'ai deux questions pour vous. Est-ce que vous avez participé au scénario? Est-ce qu'il y a eu un droit de regard pour le scénario? Et ensuite, quel est l'auteur de polar ou de roman noir qui vous a le plus inspiré? Puis ma dernière question, c'est comme vous êtes journaliste d'investigation, est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas osé toucher en Italie? Ce sont mes questions. Oui. Alors, là, il a disparu. Qui Non, ça? non, je suis là, j'ai Ah fermé non, la oui. caméra. Je suis là, Valerio, je suis là. Non, alors, le fleuve, la première question sur le fleuve. Et oui, c'est vrai, le fleuve Pô, c'est vraiment un personnage. Et vous avez demandé, excusez-moi, sur le Pô, Parce que moi c'est en vous lisant que je suis tombée amoureuse du pot. oui, Oui, oui. qui a fait toute l'atmosphère de tous vos romans. Alors, j'étais allé regarder sur Internet les villes qui sillonnaient ça. Et comme j'ai vu que vous étiez philosophe de formation, évidemment, on a parlé du brouillard, tout ça. Oui, ça vous traduit bien. Mais le pot est un personnage central pour moi dans vos romans. Quand je pense à vous comme romancier, je pense au pot. Oui, c'est un personnage vraiment central et je pense que le Pô, c'est un lieu littéraire vraiment touchant. Et j'ai parlé de Pau, pas seulement parce que c'est le confin au nord de ma province, mais en Italie, le Pau a été décrit avec des grands auteurs italiens comme Zavattini, Guareschi, Bacchelli, Soldati. Et donc, je pense que le Pau, c'est en métaphore de notre vie, un peu, non? Comme dit le philosophe Héraclito, le fleuve qui, qui, qui passe, l'eau qui va vers la mer. Donc, comme le temps qui est, qu'il y a un moment, mais il y a un moment qui passe, et donc qui mais il est en retour continu, en flux continu de la vie, de les ânes qui passent, etc. Et donc, pour moi, c'est en métaphore de la vie et il est un lieu qui me touche beaucoup parce qu'il a un mystère. Et il y a la brouillard, il y a des espaces du côté de l'eau, des espaces que l'eau reprend quand le fleuve devient le fleuve grossé. Et donc, euh, pour moi, c'est un lieu vraiment mystérieux et il y a comme dit, il est en métaphore de la vie.
Et donc, pour moi, je suis lié beaucoup à l'épaule. Et aussi, je suis lié à les Apennins, à des autres contextes géographiques ou à la ville de Parme. Et mais vous me demandez, moi, un auteur qui m'a touché particulièrement. Ben, je pense que, alors, pour tous les écrivains de polar, je pense que Simenon, c'est un, comment dire, on ne peut pas ne parler pas de Simenon. Simenon, c'est central, non? Parce qu'il a inventé un personnage vraiment humain et vraiment normal. Non? C'est un policier de l'École des Orfèvres de Paris. Avant de Simenon, il y a des enquêteurs qui sont des détectives et qui connaissent tout le monde, non? Comme Conan Doyle, comme Miss Marple. Simenon est donc sa centrale. Mais pour moi, il y a deux auteurs italiens et français, particulièrement aussi américains, de l'art Boyled, qui m'ont particulièrement touché. C'est-à-dire en France, par exemple, j'aime beaucoup, je l'ai dit, Jean-Claude Izzot, mais aussi Manchette, aussi Léo Mallet, aujourd'hui Carrère. Je pense qu'il est fondamental pour le polar aussi, l'hard-boiled américain, donc Hammett et Chandler. En Italie, il y a un auteur que j'aime beaucoup, deux auteurs que j'aime beaucoup. Un, c'est Leonardo Sciascia, parce euh, il a indiqué à les Italiens, il a expliqué à les Italiens qui ne connaissent pas la mafia sicilienne dans 1962. Donc, quand l'Italie du Nord, par exemple, ou du Centre ne connaît pas la mafia, et il a dit que la mafia n'est pas seulement quelqu'un qui tire des balles contre des autres, mais il est une modalité politique qui a touché la politique, qui a touché l'économie. Et donc, les modalités très diverses dans l'imagination générale. Et l'autre auteur, c'est Giorgio Scherbanenko, qui a décrit la Milan de boom économique, donc de l'argent de fleuve des argents qui a touché la ville et donc de la criminalité. Et comme c'est tous des auteurs qui sont euh, des écrivains de polar, mais aussi des, des grands sont capables d'analyser la société. Donc, la société particulière, peut-être la société de la Sicile, mais la mafia est devenue mondiale comme une, un network mondial. Ou des auteurs, comme dit, qui racontent Marseille, qui racontent Paris, qui racontent de lieux de la France. En Allemagne, un lecteur m'a dit j'aime le polar italien parce que, pas seulement le polar italien, le polar parce qu'il raconte de lieux particuliers. Donc, l'Italie, qui est un pays extrêmement variable, extrêmement différent, il est raconté à, à, par les écrivains de polar, aussi le sud, comme la Puglia, la Sicilie, la Campania et le nord. Donc, ils sont des lieux très différents, ils sont des atmosphères et des mondes très différents. Et le polar fait un mosaïque de la société italienne. Et je crois que Louise avait une autre question sur l'adaptation. Est-ce que vous avez eu un droit de regard sur les adaptations? Et la deuxième, elle rejoint aussi celle que je voulais poser tout à l'heure sur le fait de est-ce qu'il y a des sujets que vous ne touchez pas? Vous dites en préambule que toute ressemblance, un message classique en tout cas, qui dit que tout simplement toute ressemblance avec des personnes, des faits ou des localités existantes ou ayant existé est purement fortuite aussi pour vous protéger, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des sujets
auquel vous vous dites, là, c'est peut-être un petit peu trop, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, Alors, littéralement, je n'y vais pas. je n'ai pas participé à la scénario. Les scénaristes de la RAI, de la TV, de la télé italienne ont fait leur travail et moi, on demandait moi des choses, mais des particulières, pas de, je ne peux pas la, le scénariste, je n'ai pas participé. Euh, des lieux qui n'est pas touché. Mais comme dit, je suis intéressé à tous les problèmes de ma ville, mais aussi de l'Italie. Donc, j'aime beaucoup introduire la main dans les choses plus mystérieuses de l'Italie. Par exemple, tous les mystères de le grand massacre, non, après le 1969, les bombes dans la banque, la bombe dans la gare de Bologna. Mais j'aime beaucoup. Donc, pour moi, le polar doit être. Euh, on ne peut pas avoir de confins. Je veux parler de choses et de lieux qui sont, comme dire, interdits à le journalisme, par exemple. Non? Et donc, Pasolini, un auteur italien, dit que tout le mystère italien peut être montré avec la littérature, avec le roman, parce que le magistrat et le journaliste n'ont pas la preuve, ils n'ont pas la démonstration de ce qu'il écrit. Mais l'écrivain peut imaginer, peut inventer une métaphore, une histoire métaphorique pour arriver à connaître la vérité mieux que le magistrat et le journaliste. Donc, Pasolini dit, je ne peux pas te démontrer ce que j'ai dit, mais je peux te montrer, faire voir, non, la vérité. Et donc, la littérature a un rôle de comment dire, substitutif de l'enquête de la magistrature ou des journalistes. Alors la question était peut-être un tout petit peu différente. C'était davantage sur le fait que est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des thématiques que vous vous interdisez par peur, véritablement? Je vous compare peut-être à Roberto Saviano dans un contexte, alors là pour le coup littéraire, mais est-ce qu'il y a pas forcément des lieux, mais en tout cas des sujets où vous vous dites que ça pourrait vous mettre en danger? Parce que concrètement, vous y allez fort aussi avec les parmesans, mine de rien. Et vous tapez fort sur cette ville et sur son atmosphère, ce qui est peut-être réel, bien entendu, mais est-ce que vous avez peur quand vous écrivez? On sait qu'aujourd'hui, notamment dans les dernières années, la littérature fait que ce qui est écrit dans un roman est souvent comparé à la réalité. On a du mal aujourd'hui à comprendre qu'un personnage est un personnage de fiction et non pas la réalité. Est-ce que vous avez peur lorsque vous écrivez les aventures Mais oui, de... j'ai eu peur quand j'écris un livre qui n'est pas encore traduit en France, qui s'appelle Le commissaire Sonnery et la lieu de Corano, parce que j'ai parlé euh, de le problème entre les immigrations arabes et donc musulmanes et les habitants de Parme. Et donc, j'ai mis où où confront un imam et Sonnery et des autres habitants de Parme. Et j'ai mis à confondre deux points de vue qui ne se retrouvent pas et surtout deux questions particulières qui ne sont pas euh,
on dit négociables, ils ne sont pas, on ne peut pas faire, comment dire, on ne peut pas déroger, non? La première question, c'est la vision et la condition de la femme, qui, pour les musulmans, sont tout l'univers féminin, c'est un peu mal considéré. Il y a du mal de considérer la femme au même niveau de l'homme. Et les autres, c'est la lieu. Je me suis demandé si la lieu, c'est la lieu religieuse de l'imam ou c'est la lieu civil de le maire. Oh, et donc, le conflit entre les deux points de vue, j'ai eu un peu peur parce que c'est une mathématique très compliquée, non? Avec comment dire, euh, on peut faire, mettre en colère tout le monde de musulmans ou les autres mondes, le monde de parmesans, parce qu'il y a deux points de vue très différents. Et aussi, j'ai un peu peur quand j'écris le commissaire Sonnery et la stratégie de lézard parce que j'ai touché en question et une histoire vraiment vraie. C'est le maire de Parme qui a été arrêté pour corruption. Et après, l'infraction a été changée dans une infraction moins grave. Mais le maire a été arrêté. Et pour Parme, il s'agissait d'une fait très grave. Non? Parme n'a pas, jamais il a eu un maire arrêté. Et donc, j'ai changé le nom, j'ai changé un peu la situation, mais j'ai reconstruit toute l'histoire de l'enquête sur le maire. Et j'ai touché comment dire, des personnes vraies, des gens qui sont protagonistes de l'histoire de l'enquête. Donc, j'ai eu un peu peur parce que Parme pouvait réagir en modalité vers moi pas sympathique. Hein. Mm. Et justement, alors cette affaire, elle date de 2011. Le livre a été publié en Italie en 2014, donc 3 ans après les événements. Et donc, ça fait déjà 10 ans. Donc, c'est bon, vous êtes tranquille, Valerio. Pour le Oui, coup, personne ne vous, ne vous embêtera pour ce livre-là. oui, mais j'ai retrouvé un conseiller municipal qui m'a dit, tu as dit des choses très graves, mais c'est la vérité. Donc, il n'a pas, euh, il n'est pas fâché avec moi, vers moi. Quand on lit votre biographie, Valerio, alors vous êtes né à Turin, de parents parmesans, et donc forcément, c'est là que se situe votre terreau familial. Mais surtout, vous êtes diplômé de philosophie. Tout à l'heure, Louise en a parlé. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes peut-être un des seuls auteurs de polar à être diplômé de philosophie. Et ça se sent dans le roman, parce que concrètement, il y a toujours des punchlines, il y a toujours une vision particulière sur la société et des choses d'une manière totalement accessible et en même temps d'une manière pointue dans l'état d'esprit. C'est ça que je trouve fascinant dans ce roman-là aussi, c'est que vous amenez cette touche philosophique qu'on ne retrouve jamais. Et c'est pour ça qu'à mon sens, on est dans un roman noir, mais en même temps, on est dans un roman, tout simplement, et pas qu'un roman noir, on est au-delà de ça. Racontez-nous cette volonté de d'amener votre diplôme philosophique, entre guillemets, dans le commissaire Sonnery. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce commissaire aussi? Ah oui, beaucoup. La vision du monde de Sonnery, c'est la même de moi. Donc,
je regarde le monde à travers les yeux de Sonnery, non? La mentalité et la tête de Sonnery. Et j'ai réfléchi sur le monde à travers Sonnery. Euh, je pense que euh, la littérature en général doit représenter la condition humaine actuelle, non? Euh, les grands livres ont raconté la condition humaine. Par exemple, Kafka a raconté la, la, le, le, la disparition de l'homme qui ne se reconnaît pas avec le contexte social. Et Camus, il a parlé de la condition de l'homme qui est perdu, qui ne connaît pas son parent, qui ne connaît pas la vie vraiment, mais elle est un vivant qui va, comme dire, comme un homme ivre dans le monde. Et donc, toute la littérature, c'est vraiment la représentation de la condition humaine. Et donc, je cherche à travers Sonnery de parler de ma ville, mais aussi, comme dit Chekhov, si tu veux être universel, tu parles de ton pays, de ton village. Et donc, ma, ma, euh, mes études de philosophie ont permis, moi, de regarder ma ville à travers un point de vue qui n'est pas seulement que le commissaire. C'est un commissaire un peu philosophique, hein, comme peut dire, comme Charistos de Marcaris, par exemple, comme Pepe Carvalho de Louis Vasquez Montalban, ou comme Adamsberg de la Varga. Très bien, en effet. Alors, avec tout ça, on n'a toujours pas parlé de l'intrigue du livre, mais finalement, est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas, parce que votre univers est si vaste. On va quand même parler évidemment de ce qui se passe dans ce livre-là, sans trop en déflorer. Il y a trois faits qui démarrent le livre. On découvre, Sonnery découvre un téléphone portable sans carte mémoire. De l'autre côté, on a une disparition mystérieuse d'un patient qui est plutôt âgé, qui est atteint de sénilité et qui vit dans une sorte d'hospice. Et enfin, on a le maire de Parme, dont on a parlé un petit peu, que tout le monde pense sur les pistes de ski en vacances. Il a l'air d'être s'évaporer. Et finalement, on verra qu'il y a quand même évidemment des liens particuliers entre ces trois faits. Tout ça mis à bout, ça énerve clairement le policier Sonnery, le commissaire Sonnery. C'est ça que je trouve fascinant aussi, c'est que parfois les auteurs de polar énervent les lecteurs parce qu'on ne trouve pas forcément le truc qui nous ferait découvrir la vérité. Mais vous, vous allez au-delà, vous énervez aussi votre commissaire. C'est ça que je trouve génial aussi, c'est que vous le mettez en difficulté, vous mettez en difficulté finalement tout le monde. C'est quoi cette volonté justement, Valerio, de mettre en difficulté tout le monde? Pourquoi vous voulez mettre des bâtons dans les roues, même à votre propre commissaire avec qui vous vivez depuis déjà si longtemps? Ah oui, Sonnery, dans le premier enquête, a été un peu malinconique. Et il a des souvenirs de la Parme des autres temps. Euh, mais dans le livre plus récent, il est vraiment énervé parce qu'il voit que la ville, il marche vers une direction qui n'est pas la direction qu'il veut. Et donc, ça contraste avec, entre son espoir et la ville qui marche au sens contraire, il provoque il devient énervé, il devient toujours incapable de comprendre le monde et surtout
le monde et sa ville résultent paradoxal pour beaucoup de fois. Et donc, il est énervé et il a aussi vers Yuvara, vers son collaborateur, il est énervé parce que son collaborateur, Yuvara particulièrement, c'est l'homme qui s'est adapté à un monde il ne comprit pas, il déteste le monde de l'actualité et de Parme. Et donc, il y a un conflit aussi avec son collaborateur. Et je pense que dans les enquêtes après la stratégie de la lézard, vous, si ça rend traduit, vous pouvez, pouvez lire un commissaire encore plus énervé. Et je pense que avec la droite ou l'extrême droite dans le gouvernement italien et aussi Parme, il a été gouverné par la droite, pas l'extrême droite, mais la droite. Et le commissaire, je pense qu'il devient encore plus énervé. Très bien, ok, ok. J'aimerais que vous nous parliez finalement de l'état d'esprit de Soneri, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est votre état d'esprit, que vous êtes liés intimement finalement tous les deux. Est-ce que ça veut dire que si vous changez d'avis sur une question sociétale, est-ce que ça veut dire que Soneri changera également d'avis? Est-ce que vous êtes vraiment liés sur, que ce soit la philosophie ou en tout cas tout le reste, sur votre regard sur la société? Est-ce que il y a une séparation parfois? Est-ce que vous pouvez faire dire à Soneri quelque chose que vous ne pensez pas? C'est difficile, c'est difficile. Je pense que le, le trait d'union avec Sonnery, il reste parce que j'ai du mal de raconter à travers un commissaire qui est différent de moi et qui pense différent de moi. Il y a effectivement, il y a deux façons de créer un personnage. On peut créer un personnage complètement différent de l'acteur, ou il peut créer un personnage qui est le même, qu'il a la même mentalité, qu'il a une connexion directe avec l'auteur. Et je pense que j'ai choisi sa dernière modalité. Et donc, pour moi, Sonnery, c'est bien sûr, ma vie n'est pas la même de Sonnery. Mais je pense que pour moi, c'est difficile de raconter un personnage qui pense des choses différentes de moi. Je dois être euh, toujours en connexion directe avec mon personnage pour rendre mieux le dialogue, pour rendre mieux les réflexions sur la réalité. Et donc, c'est difficile que vous peut penser quelque chose différent de moi. Et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est du silence. Finalement, je cite une de vos phrases, tout le problème est là, l'ennemi est juste à côté de nous, mais on est impuissant. C'est vrai que Soneri, il se heurte à un silence des parmesans, finalement. Que ce soit un silence, mais aussi une obstruction. On l'empêche de faire certaines choses, on l'empêche d'avancer la plupart du temps. Cette conspiration du silence, qu'est-ce qu'elle représente finalement dans la véritable, dans la vie, tout simplement, dans la vie italienne et dans la vie parmesane? Oui, le silence, L'omerta, finalement. oui, il y a des omertés, mais pas à Parme, mais pas comme en Sicile, c'est différent. À Parme, il y a une omerté en silence de convenience. C'est-à-dire que
euh, chacun personne, il y a en ambiance, il ne veut pas qu'il est touché euh, des autres. Donc, le silence est un silence pour maintenir comment dire, le propre, les intérêts personnels, parce que si on dit quelque chose contre un autre, il y a la guerre. Donc, c'est mieux pour en ville qu'on parle de ne pas toucher les voisins. Non? Il est un rapport de gentleman agreement, non, on peut dire. Mais c'est un silence il met, il met en difficulté Sonnery parce il parle beaucoup avec les gens, il parle beaucoup avec les témoins. Et donc, le silence est l'ambiguïté le personnage et des témoins. C'est un problème parfois insurmontable. Mais Sonnery connaît très bien la mentalité de Parmesan et donc il a l'opportunité de retrouver en vérité aussi, aussi malgré le silence de beaucoup de personnes. Alors, on fait une petite pause pour prendre une photo, la photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, ne bougez pas, Valerio, tout va se faire automatiquement. 3, 2, 1. Oui. Et c'est bon, parfait. Valerio, c'est le moment de l'extrait. Alors évidemment, on a un auteur italien, il fallait évidemment respecter la langue originelle. Et donc, Valerio, c'est à vous pour lire un premier extrait en langue italienne et je traduirai en français ensuite le premier extrait en espérant parler aussi bien français que vous, Valerio, ce soir, parce que Je ne parlais pas très bien le français. Très bien. Donc, je lis C'est à l'incipit vous. Oui. de la stratégie de Lézard. Les lunettes. Juvara, se ti dicessero che un tizio è stato ferito da un batuffolo di cotone scagliato dal quarto piano, o di uno in fin di vita dopo essere stato colpito da una piuma, o di un altro stecchito da una caccata di piccione in piena fronte. Scusi, ma cosa sta dicendo? Sorrise l'ispettore. Ormai sui giornali si leggono solo notizie assurde. Juvara osservò Soneri perplesso, finché il commissario non si avvicinò stendendo il quotidiano sulla scrivania e picchiettando con le nocchie su un titolo a 5 colonne. Settimana bianca per il sindaco Corbellini. E più sotto, sulla paganella coi ragazzi della parrocchia della Navetta. L'ispettore sollevò lo sguardo ancora interrogativo. Lo vedi? Non ti stupisci, sei anestetizzato. Ah, commissario, balbettò Juvara confuso. Non ti accorgi com'è messa sta città? Ti pare il caso che il sindaco se ne vada a sciare? E ce lo fa sapere poi. Però, se tutti reagissero come te, spero che qualcuno si incazzi. È una notizia come un'altra, alzò le spalle l'ispettore. Ma sì, lasciamo correre. Dottore, scusi se glielo dico, lei a volte mi sembra un po' moralista, ribatté Juvara sogghignando, ormai abituato alle improvvise sfuriate del commissario che arrivavano inaspettate come le disgrazie. Magari fosse rimasta un po' di morale in questa città. La puzza di marcio è così stagnante che si fa il gesto di turarsi il naso, che chi fa il gesto di turarsi il naso passa per un bacchettone, lamentò Soneri, che subito dopo aggiunse con fastidio. Li vedi tutti quei poveri cristi che passano qui da noi? A volte mi chiedo se è giusto metterli in galera. Per cosa puoi biasimarli? Che ogni tanto rapinano una banca per poche migliaia di euro quando i banchieri ci derubano tutti i giorni? Come te lo spieghi che quelli finiscono in galera e gli altri no? Commissario, noi non dovremmo dire queste cose, tagliò corto Juvara. E poi sarebbe un discorso lungo. Quando si vuole lasciar perdere si parla così, bofonchiò Soneri indispettito. Poi si alzò di scatto e uscì dall'ufficio. C'est
extrait où Sonnery, il est fâché contre son collaborateur Ibarra, euh, comme on dit dans la conversation. Alors, je vais lire maintenant en français, ce sera forcément moins bien qu'en italien, mais c'est quand même très très bien traduit. Yuvara, si tu lisais qu'un morceau de coton tombé du quatrième étage avait blessé quelqu'un, ou bien qu'à cause d'une plume, un type serait entre la vie et la mort, ou carrément séché par une crotte de pigeon. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Sourit l'inspecteur. Tu n'as pas remarqué toutes les infos bizarres qu'on lit dans les journaux en ce moment? Yuvara observa Soneri avec perplexité jusqu'à ce que ce dernier ne vienne étaler le quotidien sur son bureau en tapotant du doigt le titre à 5 colonnes. Une semaine à la neige pour Giancarlo Corberini. Et en dessous, sur la Paganella, avec les jeunes de la paroisse de la Navetta. L'inspecteur lança un regard interrogateur. Tu vois, ça ne t'étonne même pas, tu es anesthésié. Mais commissaire, bredouilla Yuvara, soudain embarrassé. Tu réalises où cette ville en est arrivée? Tu crois que c'est le moment pour le maire d'aller au sport d'hiver? Et en plus, il l'annonce publiquement. Remarque, si tout le monde réagit comme toi, j'espère que des gens s'indigneront. Je ne vois pas en quoi c'est choquant, dit l'inspecteur avec un léger haussement d'épaule. Mais oui, ils sont tombés. Dottore, excusez-moi de vous le dire, mais quelquefois je vous trouve un petit peu moraliste, répondit Yuvara en ricanant, désormais habitué aux coups de colère imprévisibles du commissaire. Si seulement cette ville pouvait l'être encore un peu. Elle pue tellement le pourri que si jamais tu te bouches le nez, on te prend pour un puritain, se plaignait-il. Puis aussitôt préoccupé, il ajouta, tu les vois, tous ces pauvres airs qui passent chez nous. J'en viens parfois à me demander si c'est juste de les mettre en tôle. Tu les punis de quoi? D'aller braquer des banques alors que les banquiers nous braquent quotidiennement? Comment tu expliques que les premiers finissent en tôle et pas les seconds? Commissaire, ce n'est pas à nous de tenir ce genre de discours, coupa court Yuvara. Et puis ce serait trop long à expliquer. On dit ça quand on veut laisser tomber, bougonna Soneri. Puis, il se leva d'un bond et sortit du bureau. Alors, je rebondis par rapport à cet extrait parce qu'en effet, Soneri n'aime pas trop les banques et ça revient régulièrement. Cette histoire de banque, qu'est-ce que Soneri a contre ces banques? C'est contre les Ah banques oui, mais en termes c'est général, c'est le capitalisme peut-être. non, aussi le capitalisme financier là, il domine le monde, donc il est en entité qui personne n'est connu, non? Il y a le pouvoir de la finance, c'est dans tous les lieux et on n'a pas une personne qui est le patron de la finance. Il y a beaucoup de personnes euh, qui ensemble composé, un monde composé, hein, oui. Euh, mais les banques, je ne sais pas en France, mais en Italie, l'année dernière, non, cette année, pour le taxe, come dire, il tasso di sconto, j'ai dit en italien, la Christine Lagarde, il a élevé, il a le coût de l'argent. Et les banques ont fait 24 milliards d'euros d'utiles en plus. Mais quand le gouvernement a dit, vous avez fait beaucoup des utiles en plus, un peu d'utiles pouvait, comment dire, verser pour l'État, non? Et les banques ont dit non, rien, non, nous ne voulons pas donner l'argent à l'État. Et donc, les banques sont l'exemple de l'égoïsme d'un monde qui prend dans les pauvres pour donner à les riches. C'est au contraire de Robin Hood, on peut dire. Et un personnage dont on n'a pas parlé, il y en a deux en réalité. On parlera de Valmarini après, mais Ah d'abord oui, d'Angela. D'Angela, cette relation avec sa femme qui est avocate, qui est donc
l'autre biais de l'enquête. Souvent, avocats et policiers sont quand même très souvent ennemis. Vraiment, il y a une haine féroce entre les deux camps, en tout cas en France. En Italie, je ne sais pas, mais en France, clairement. Lors de la procédure, il y a des coups bas réguliers. Là, pour le coup, les deux sont ensemble. Racontez-nous cette relation aussi entre ces deux personnages qui s'éloignent dans le livre, au début, en tout cas, ça, ils commencent à s'éloigner ou en tout cas à être plus distants l'un avec l'autre. Oui, Angela, c'est un personnage très difficile pour moi. C'est le personnage plus difficile de raconter dans le roman parce que un roman qu'il y a Sonnery comme personnage central, c'est difficile de mettre à côté de Sonnery un autre personnage qui peut avoir en valence euh, très fort. Euh, Généralement, les enquêteurs ont la femme, c'est loin, par exemple, Maigret, sa femme reste toujours à la maison, ne ne participe pas à l'action, il n'a pas une relation entre l'enquête et la femme de Maigret, mais seulement pour la vie normale, la vie à la maison. Sonnery, au contraire, il y a Angela qui fait l'avocat et donc qui fait un métier qui est parallèle à l'enquêteur, à policier. Et, Souvent, l'avocat défend des personnes qui sont enquêtées dans sonnerie, non? Donc, c'est, comment dire, sont deux personnages complémentaires. Complémentaires dans l'action de l'investigation, mais aussi complémentaires pour le caractère, parce que Sonnery, c'est un introverti, il pense beaucoup, il réfléchit. Et Angela, c'est plus, comment dire, un personnage plus fort, plus d'action et donc plus pratique aussi. Et voilà, ils se retrouvent, ils sont complémentaires par sa raison ça, mais ils sont aussi euh, ils se retrouvent dans la même vision du monde, parce que tous les deux ont vu, on pense sur le monde à la même manière. Et donc, ils se retrouvent parce que Sonnery, il a besoin, et Angela aussi, il a besoin de quelqu'un qui dit, je pense comme toi. Non? Et il voit le monde au contraire de ses idées du monde, Parme marche au contraire de son idée du monde. Angela, il dit, je pense comme toi. Et c'est une union, une familiarité, c'est comment dire, le même idée du monde. Et donc l'autre personnage, Valmarini, c'est aussi un Valmarini, personnage très important parce que il fait de fausses au tableaux, tableau, non? Tableaux. mais qui est Il philosophe, fait limite. qui est aussi un philosophe. Oui, oui, parce qu'il a compris que notre monde, il est fondé sur l'image. L'image est pas la réalité, mais l'image. Donc, en personne, il y a une valeur s'il y a une belle image, peut-être un grand personnage très intelligent, un personnage, mais s'il n'a pas une bonne image, c'est la surface qui compte aujourd'hui, non? Et donc, Valmarini a compris qu'il peut, il peut dessiner de tableaux, de peintures, euh, imite, des imitations de grands artistes, de Goya, de Picasso, des impressionnistes, de Van Gogh, etc. Et il peut vendre de faux tableaux qui sont
très bien construit, très bien dessiné, à des personnages de la bourgeoisie de Parme qui sont, ils ne connaissent pas l'art, ils sont, on peut dire, ignorants, qui n'a pas de culture, mais qui veut euh, se montrer des personnes cultivées, non? Avec le tableau, mais ils sont des tableaux fausses. Et donc, Valmarini a compris très bien que, qu'il peut, elle peut faire de l'argent, il peut gagner de l'argent avec des imitations pour des gens qui ne sont pas cultivés, mais il veut apparaître cultivé. Il veut que les autres le considèrent cultivé. Et donc, Valmarini, c'est un peu philosophe parce qu'il a compris bien la, la condition d'aujourd'hui. Et je vais lire un extrait qui est lui aussi éclairant sur ce qu'est Valmarini, qui d'ailleurs dit d'entrée de jeu que ce sont des faux tableaux, hein. Il ne trompe pas son consommateur. Il le dit, Oui, il est oui. clair avec eux, il est honnête dès le début. Personne ne comprend mieux les œuvres d'art que ceux qui les copient. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de travailler de ses mains. Nous creusons notre propre fosse. Même les artistes n'en sont plus capables. Depuis Duchamp, seule l'idée compte, pas l'objet qu'on a fabriqué. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai trouvé cet instant fascinant, parce qu'est-ce que ça, on pourrait comparer cela à la littérature finalement. Est-ce que c'est l'idée qui compte et non plus l'objet qu'on a fabriqué? Oui, Valmarini, c'est très honnête. Il dit, je suis très, très bravo, je fais de peinture, j'ai un main très, très habile, mais je n'ai pas l'idée. L'idée, c'est la source de le vrai artiste, non? L'idée, c'est tout pour l'artiste. Il n'a pas l'idée. Il prend l'idée des autres et il la représente, mais il n'a d'originalité, il n'a pas d'originalité. Et il est très honnête. Il dit, j'ai fait des tableaux fausses et je n'ai pas l'originalité. L'idée, c'est des autres. Les vrais artistes, il y a les idées. Je suis un bon exécuteur. Je suis bravo à reproduire, à faire des reproductions, mais je n'ai pas l'originalité de l'idée. Eh oui. J'aimerais qu'on parle du titre aussi parce que ça pourrait paraître surprenant. La stratégie du lézard, c'est évidemment, c'est pas innocent puisque c'est une réelle stratégie et vous allez nous l'expliquer sur le véritable lézard. Là aussi, Oui. rien n'est truqué en l'occurrence. Quelle est donc cette stratégie qui permet au lézard de laisser sa queue à son prédateur? Oui, c'est l'essence du livre, c'est-à-dire le lézard, quand il est suivi dans un prédateur, il détache sa queue, hein, euh, et donc le prédateur prend la queue de la lézard, mais ne prend pas la, la, le corps vrai de la lézard qui, qui, est- qui échappe. Non, et donc pour comment dire, c'est une stratégie pour sauver la vie de la lézard. Mais métaphoriquement, dans l'enquête, c'est comme dire que le sonnerie, il prend seulement une part de le corps vrai, mais n'est pas le corps vrai de l'enquête, parce que l'enquête mis en prison un personnage qui est un personnage mineur. La tête de toute la corruption n'est pas l'objet de l'enquête, non? Euh, C'est-à-dire que le chef de la corruption, il est sauvé, mais
les exécuteurs, comment dire, les Commanditaire. personnages mineurs de l'enquête, il vient pris et mis en prison. C'est comme le trafic de drogue, non? Les chefs de le trafic de drogue, c'est difficile de le mettre en prison. Et en prison, il va les personnes qui vont à donner la drogue par la rue. Mais la tête n'est pas. Et donc, la lézard, c'est une métaphore pour dire que la tête de la corruption n'est pas tuée, mais euh, Sonnery, c'est honnête. Il dit, je suis un policier de province. Je peux faire seulement un peu comment dire, des enquêtes, mais le centre de le problème, je ne peux pas euh, toucher. Il reste existant. La stratégie du lézard, c'est votre neuvième roman mettant en scène le commissaire Sonnery, en France en tout cas. J'aimerais que vous nous disiez si, j'ai pas regardé véritablement, combien de romans de Sonnery étaient déjà publiés en Italie. Combien de romans en France vont être publiés dans les années à venir? Et ma deuxième question, euh, est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez peur de lâcher Sonnery finalement? Alors, en Italie, j'ai publié 16 romans policiers et dans le mois de septembre, il sortira le nouveau. Et je ne sais pas si Sonnery sera le personnage qui, con- qui continuera ma expérience littéraire. Je ne sais pas. Pour le moment, je suis très motivé pour continuer à publier avec le personnage Sonnery parce que je tombe amoureux de l'histoire plus que d'un préquel ou sequel. Il n'y a pas une continuité parmi les histoires de Sonnery. Ils sont tous les fois, je prends une histoire et je rends Sonnery le protagoniste d'une enquête sur l'histoire. Et donc, sont tous des romans indépendants l'un l'autre. Et si je trouve une histoire qui peut être racontée avec une modalité de le roman policier, alors Sonnery restera avec moi. Mais j'ai écrit des romans aussi de noirs qui n'ont pas le protagoniste Sonnery. J'ai écrit des romans politiques, historiques. Et donc, je veux écrire, je veux être un auteur qui joue sous plus registre narratif, pas seulement sur le policier. Je veux écrire des romans qui ne sont pas des policiers. Ok. Je vous ai demandé de choisir un auteur qui est plutôt méconnu en France, qui serait peut-être pas forcément traduit en français. Ça peut être aussi intéressant. Qui avez-vous choisi, Valerio? Alors, j'aimais beaucoup un écrivain de la Provence du côté de moi qui s'appelle Silvio Darzo. Il est un écrivain qui n'a pas eu de fortune parce qu'il est mort très jeune, un peu comme Izzo. Il a écrit seulement 3 romans et un roman qui peut être un roman petit, mais il est délicieux, qui s'appelle Casa d'Altri, Maison d'autres. Je ne sais pas, la traduction peut être Maison d'autres. Et, et il raconte une Appennin, donc un scénario qui j'aime beaucoup, un Appennin qui est très difficile, il est très pauvre, et il y a un personnage, une vieille femme qui fait une vie très pauvre, et donc un jour, elle est très fatiguée
elle ne veut pas en futur. Et elle va dans le prêtre à demander si on peut se suicider, si comment dire, si un chrétien peut se suicider au fond d'une vie qui n'a plus de perspective. Et le prêtre qui vit aussi dans les Apennins pauvres, il a comment dire, il dubite, il a de il est dubieux, il a des doutes, non, il n'a pas la certesse de chrétien, il comprend bien la vieille femme, et donc le roman vit dans comment dire, de ces contrastes entre la morale chrétienne et la vie qui c'est difficile. Euh, le doute de le prêtre de los Apennins peut être un peu le doute de Bernano de la Diario d'un curé de campagne, le roman de Bernano, euh, qui est, je pense, très connu en France. Donc, je conseille vivement, s'il n'a pas la traduction française, je conseille à des éditeurs français de traduire Silvio Darzo. Alors c'est bon, en effet, la traduction aux éditions Verdier est faite et je crois de quasiment toutes ses œuvres. Donc on peut le lire en français, même si évidemment pour ceux qui ont la chance de le lire en italien, ce sera une autre expérience, en tout cas un petit peu plus différente. Et ma dernière question, Valerio, c'est sur l'avenir. Vous décrivez depuis de nombreuses années la corruption et le système parmesan notamment. Comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que peut-être le système de la corruption, dans 50 ans, en 2074, est-ce qu'il existera toujours pour vous? Comment vous imaginez? Projetez-vous en 2074 et dites-nous ce que vous voyez. Malheureusement, je pense que il y a un problème dans le futur qui est l'intelligence artificielle. Et je pense que Stanley Kubrick, quand euh, il a tourné le film 2001, Odyssée dans l'espace, il a fait en prophétie parce que j'ai peur que la condition dans 50 ans sera un homme qui a renoncé à réfléchir avec sa tête, mais il sera dépendant de l'intelligence artificielle et de le monde digital. Donc, déjà aujourd'hui, nous n'avons pas notre, notre, comment dire, notre science dans la tête, mais tous les fois, quand il y a en question, nous prenons le smartphone et nous interrogeons le web pour connaître les choses. Et nous avons demandé à la machine de réfléchir pour nous. Notre culture n'est pas dans notre tête, mais il est dans une machine. Et donc, je pense malheureusement que la condition dans 50 ans peut être la condition que j'ai dit, c'est-à-dire une humanité totalement dépendante dans la machine, dans l'intelligence artificielle, qui, j'ai peur, qui peut être contrôlée comme aujourd'hui par de centrales du pouvoir, qui peut être le grand major de l'électronique, non? De la Silicon Valley. Donc, j'ai peur d'un futur qui est contrôlé par, par une intelligence qui n'est pas l'esprit critique de l'homme et de l'humanité, mais il est gardé dans une grand cerveau, comme le cerveau plus grand de Orwell.
Eh bien, on a hâte que le commissaire Soneri s'empare de ça aussi, de ces sujets-là. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas dans vos précédents romans, mais il me semble pas, ou en tout cas dans ceux qui ne sont pas encore publiés en France, peut-être. Mais c'est vrai qu'on a envie que ce commissaire se prenne position sur chacun des sujets de société, tant il a une vision extrêmement lucide, ancrée dans le réel. Et je trouve que c'est un véritable prisme, un véritable miroir de nos sociétés. Et que ce soit fait dans un polar, je trouve ça encore plus impressionnant. Donc merci, Valerio Varesi. Merci Merci. infiniment pour cette soirée. Merci à vous, à tous. Je suis heureux d'avoir participé à ces réunions. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Valerio. Et on espère pour la prochaine vous avoir à nouveau pour le prochain. Alors, vous avez dit que le prochain sortait en septembre, mais c'était en Italie, j'imagine. Excusez-moi. Le prochain roman sort en Italie en Ah, septembre. oui, C'est ça? en septembre, dans le mois de septembre. Il s'appelle Vuoti di memoria, la mémoire vide, non? C'est le thématique un peu que nous avons parlé aujourd'hui. Excusez-moi pour mon mauvais français, Il était mais parfait. Il pour moi, était c'est difficile d'exprimer des choses un peu compliquées dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et pourtant, on a l'impression que vous le pratiquez régulièrement. Donc, bravo. Bravo, Valerio. Merci infiniment. Merci, merci à vous. Au revoir à tous. Une très belle Au soirée. revoir. Au revoir.